Nous arrivons à notre troisième et dernière conférence pour notre webinaire d'aujourd'hui, soit celle d'André Vézina. Monsieur Vézina est titulaire d'un baccalauréat en génie forestier et d'une maîtrise en aménagement forestier. Professeur en agro-environnement à l'ITA de la Pocatière de 1985 à 2018, il a beaucoup œuvré au développement des haies brise-vent et des bandes riveraines dans l'Est du Canada. Il a réalisé une centaine de publications et d'exposés et supervisé près de 1000 projets de plantation, en plus d'avoir collaboré à plusieurs études scientifiques sur le sujet. Depuis 2018, il est consultant en agroforesterie et il poursuit à temps partiel des activités de recherche chez Bioptère, le centre de développement sur les bioproduits. Je lui laisse maintenant la parole pour sa conférence sur l'aménagement de haies pour la protection des pâturages. Merci Marie-Ange. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. J'imagine que oui. Ça me fait plaisir d'être ici et de finir la semaine avec vous. J'espère que je ne vous endormirai pas trop dans les prochaines minutes. Mon exposé va porter sur, on va faire une mise en contexte. On va ensuite parler des avantages et des inconvénients des haies au pâturage, parler d'implantation, d'entretien, puis naturellement, il faut parler des coûts parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Depuis le milieu des années 80, il y a eu plusieurs milliers de kilomètres de haies qui ont été érigés sur le territoire agricole du Québec. Ça, c'est la première haie que j'ai faite en 86 pour réduire l'érosion des sols dans le coin des terres noires. Spécifiquement, c'était à Sherrington. Puis, vous savez, quand les terres noires, il se perd encore 1 centimètre de sol par année juste à cause de l'érosion éolienne. Donc, le fait d'implanter des haies, c'est un des moyens de réduire l'érosion. Si vous regardez à travers la haie, la prochaine diapo, on peut voir, ça c'était en juin de 87, il y avait eu une tempête de vent de l'autre côté de la haie, puis on peut voir que une zone non protégée par la haie, puis on voit vraiment la différence, l'impact de la haie était déjà senti à ce moment-ci. On a installé beaucoup de haies autour des bâtiments d'élevage pour réduire les odeurs, réduire la transmission de pathogènes, réduire les coûts de chauffage, réduire les coûts de déneigement. Ça, c'est surtout depuis les années 2000, je vous dirais, qu'on a beaucoup œuvré en ce sens-là. On a toujours fait des haies pour la protection des bovins, la réduction des dérives de pesticides, la protection des cours d'eau. Mais pourquoi des haies autour des pâturages? C'est sûr que les gens, on a moins d'animaux qu'avant qui vont dans les pâturages, mais j'ai de plus en plus de demandes, par exemple, de gens qui veulent envoyer leurs animaux dehors. Puis on va voir pourquoi on devrait en mettre. D'abord, au niveau de l'ombrage, l'effet brise-vent, le fourrage de points, séquestration de carbone, biodiversité et embellissement des paysages. L'ombrage par les haies, on sait qu'on a une réduction des températures le jour par la présence de haies de 1 à 4 degrés Celsius. Et on a également une diminution de la radiation solaire atteignant les animaux. Donc, ça contribue fortement à la radiation solaire au stress thermique partiel clair. Bon. On s'est aperçu, plusieurs recherches ont montré, je pense à Anne Saint-Pierre, qu'il peut avoir un impact quand il fait trop chaud, un impact négatif sur la production du lait. Il peut avoir, lorsque les animaux sont protégés, des augmentations de gains en poids, comme vous le voyez sur la diapositive ici, durant 4 ans de 6, 9, 1 et 11 pour des vaches Hereford, ombrage par rapport à port d'ombrage. L'impact de l'ombrage sur les cultures est aussi important, mais il peut, s'il y en a trop, entraîner une perte de rendement. Mais le rendement de certaines espèces fourragères peut être accru jusqu'à un taux d'ombrage modéré, à peu près 45 %. L'environnement ombragé et peu venteux produit aussi une herbe plus riche en protéines, moins riche en fibres et plus digestible pour le bétail que celle poussant dans les pâturages ouverts. Le trempage de la neige peut être important aussi pour la protection des cultures qu'on met au pâturage. Un exemple ici, c'est un impact des brise-vents sur le rendement des cultures au Québec. Puis si vous regardez, entre autres, au niveau de la luzerne, une étude qu'on a faite au lac Saint-Jean, on avait une année, en 2012, on avait eu une perte de rendement, une année qui avait eu beaucoup de neige, mais les 2 années suivantes, 2013, 2014, pas beaucoup de neige, puis on a eu des augmentations entre 40 et 50 % sur 14 fois la hauteur de
Donc, il y a vraiment un impact positif lorsque tes arbres que tu installes dans ton pâturage font aussi office de brise-vent. Ils peuvent à ce moment-là trapper la neige. Ici, vous avez une figure qui montre qu'est-ce qui se passe au niveau des rendements près de la haie. On a toujours une baisse de rendement qui est causée par l'ombrage, qui est causée aussi par les racines des arbres qui vont puiser de l'eau et des éléments minéraux qui sont moins disponibles à ce moment-là pour les cultures. Cette perte de rendement-là va généralement être compensée par un gain en aval de la haie. Le fourrage d'appoint, c'est relativement nouveau, on entend parler de ça. En Europe, il y a un guide qui a été écrit, un livre qui a été écrit par Jérôme Gust sur les arbres fourragés. Le fourrage, la qualité du fourrage d'un régime de feuilles d'arbres comparativement à une prairie plaine, puis le contenu en lignocellulose est assez intéressant. On dit aussi que pour la brebis ou la chèvre, excusez-moi, c'est parce que j'ai de la misère à voir mon écran au complet. Pour la brebis ou la chèvre, 10 minutes du feuillage à grosse bouchée correspond à 30 minutes sur de l'herbe en prairie. Jérôme Gust, même dans son livre, a montré ici les comparaisons foin de prairie avec un feuillage de frêne, le numéro 4 ici, par rapport à une prairie naturelle numéro 1, prairie naturelle irriguée, prairie naturelle non irriguée numéro 3. Puis en comparant finalement différentes compositions en différents éléments, on s'aperçoit que le fourrage de frêne qui comprend des limbes et des pétioles séparés des tiges, on arrive quand même à obtenir des contenus intéressants, que le fourrage n'est pas si loin de ce qu'on observe avec les foins de prairie. Autre raison pour des haies au pâturage, on parle de quantité de CO2 séquestrée par les arbres en haie. Ça, c'est une étude qu'on a faite à l'Apocatière avec le CERFO, où est-ce qu'on a mesuré pour différents groupes d'espèces. Pour des feuilles nobles, on avait une quantité de carbone de 1,7 tonnes par arbre sur 40 ans, ce qui est énorme comparativement à ce qu'on retrouve généralement pour des arbres forestiers. Il faut comprendre que nos arbres ils évoluent dans en milieu agricole, donc dans les bons sols. Puis il ne manque pas de lumière de chaque côté de la haie. Pour les conifères, on avait obtenu autour de 1,5 tonnes par arbre sur 40 ans. Pour les peupliers hybrides, vraiment, là, parce que la quantité de carbone séquestrée est liée à la quantité de biomasse produite. Avec les peupliers hybrides, on avait 1,2 tonnes sur 20 ans, mais 2,6 tonnes sur 40 ans. Donc, on voit que ça peut être assez intéressant, la quantité de carbone que les arbres peuvent séquestrer. Ça comprend la quantité dans la partie aérienne et dans la partie racinaire. La partie racinaire, ça correspond environ autour de 30 de ce qu'il y a au niveau aérien. Mais la biodiversité, la beauté des paysages, il y a plein d'études qui ont fait effet de l'impact de la biodiversité amené par les haies. Je ne repasserai pas là-dessus, mais dernier point, je ne pensais jamais quand on a commencé à implanter des arbres, ça c'est une haie qu'on a implantée à Saint-Aubert-de-Lillet en 1987. On ne s'est jamais récolté des arbres pour faire des meubles, mais effectivement, on le fait avec ce brise-vent-là. On avait récolté quelques chênes et quelques frênes. Naturellement, on ne prend pas tous les arbres de la haie, là, mais ça va arriver des fois qu'on fait des éclaircies. Les éclaircies ont servi au producteur ici, avec ses planches, il s'est fait des meubles pour son véhicule. Il a mis ça dans son véhicule récréatif. Selon une méta-analyse couvrant 22 études réalisées en région tempérée, la productivité moyenne en sylvopastoralisme, c'est-à-dire arbres et cultures, était 50% supérieure à celle où les arbres et les pâturages étaient produits séparément. Donc, il y a un intérêt à avoir des arbres et des pâturages ensemble. Les inconvénients, vous avez les pertes d'espace cultivable et de rendement en bordure de la haie, la nuisance aux opérations culturelles. Ça exige du temps pour l'entretien. Il y a toujours la question d'obstruction des drains. Les foins sèchent moins vite. On va prendre chacun de ces inconvénients-là pour les regarder. Pour la perte d'espace cultivable et de rendement en bordure de la haie, il est possible d'installer le haies souvent le long des fossés, des cours d'eau, le long de chemin de ferme.
En fait, à ce moment-là, on réduit la perte d'espace cultivable puisque ce n'est pas cultivé dans ces zones-là. L'entretien des haies aussi, un bon entretien va permettre en désherbant pour éviter la présence des espèces indésirables de faucher ces espèces-là avant qu'ils se reproduisent dans le champ. L'élagage des branches qui avancent dans le champ aussi, c'est assez important. Ça va permettre à plus de lumière d'accéder au pied du brise-vent, puis aussi, ça va permettre aux machineries qui travaillent dans le champ d'intervenir. Puis ensuite, de choisir des cultures qui peuvent tolérer la compétition des arbres, ce n'est pas une mauvaise chose ici. Il exige du temps pour l'entretien, il n'y a aucun doute là-dessus que ça prend du temps pour entretenir des arbres, mais maintenant, avec le programme Prime Vert qui offre de l'argent, qui subventionne certains travaux d'entretien, ben, ça peut être réalisé à forfait, puis le producteur peut déléguer ça à ce moment-là à des équipes. De plus en plus, il y a des équipes régionales qui s'installent pour faire l'entretien des haies. La fameuse question des drains, moi, je me suis fait taper les oreilles avec ça pendant 20 ans avant que je me décide à faire une étude avec Anne Vanasse puis un étudiant gradué. Vous avez ici un drain à gauche avant rinçage. Quand on rince, on peut voir toutes les racines qui sont dans le drain. Ça, c'est vraiment un critère qui est vraiment plate. Dans notre étude, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait creusé, on avait choisi une vingtaine de haies, en fait 18 haies. Puis on a fait des tranchées dans le sol à 2, 6 et 9 mètres avec une pelle mécanique, naturellement, on a creusé assez creux. On avait au total, comme je dis, 18 haies, 6 haies de peuplier, 6 haies de saule, et on avait 6 haies d'épinette. Et on avait des sols argileux et des sols sableux. 9 haies en sol argileux, 9 haies en sol plus léger. Et on a un étudiant gradué qui a compté toutes les racines sur 1 mètre de haut. Naturellement, ça prend juste un étudiant gradué pour faire ça parce que c'est extrêmement exigeant. Les résultats de notre étudiant gradué qui s'appelle M. Plante, 67% des racines sont situées dans le premier 30 cm du sol. C'est parce que les densités racinaires des saules et des épinettes et à 6 mètres des arbres étaient beaucoup inférieures à celles du peuplier. Dans plusieurs cas, on n'a pas observé de racines non plus, même à 6 mètres des arbres. À 9 mètres des haies, on a observé des racines dans seulement 2 des 18 sites étudiés. Donc, pour nous, c'est quand même des résultats assez intéressants parce qu'on nous disait toujours que les racines pouvaient se rendre jusqu'à 30 mètres, des fois, des arbres. Ça nous surprenait un petit peu. En fait, suite à cette étude-là, on a fait des recommandations. On doit maintenir une distance. Dans les nouvelles recommandations qu'on va faire pour le CRAAC, pour les systèmes d'irrigation, pas des systèmes d'irrigation, mais le guide sur le drainage, on va recommander une distance minimale de 15 mètres entre un collecteur perforé et des végétaux ligneux. Je dis bien, c'est un collecteur, ce n'est pas des latéraux. Là. Cette recommandation vaut également pour les drains perforés susceptibles de transporter de l'eau sur une longue période. C'est impossible de garder cet espacement. On devrait privilégier un collecteur sans perforation. Autrement dit, ce que vous avez à regarder quand vous faites l'implantation de haies, c'est est-ce qu'il y a un collecteur à moins de 15 mètres? Si c'est un latéral, ce n'est pas grave. Mais un collecteur, ben là, il faut faire attention parce que les risques, si vous bouchez un collecteur, c'est plus important pour le reste du champ. Le foin sèche moins vite, ça, on se l'est fait souvent dire ici quand on implantait nos arbres à proximité des brise-vents, mais ce qu'on va s'organiser, si on vraiment, le producteur a vraiment une grande peur que son foin ne sèche pas, mais on s'organise pour laisser un brise-vent qui est plus aéré. On a quand même notre ombrage avec ces arbres de haut jet, mais ça permet, si vous voulez, à éviter les risques que le foin ne sèche pas assez vite. On a fait un sondage sur les haies brise-vent dans la côte du Sud. On avait 31 producteurs qui avaient installé des haies sur le territoire. L'âge moyen des haies au moment du sondage était de 15 ans, la hauteur moyenne de 7 mètres. Et on leur a posé en fait plusieurs questions, mais la dernière, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Puis 4 producteurs sur 5 qui en replanteraient. Juste 1 sur 5 qui n'en replanterait pas, puis c'est vraiment lié aux inconvénients liés au manque d'entretien. À ce moment-là, l'entretien n'était pas subventionné par le programme Prime Vert. Donc, j'en viens maintenant à la planification des haies. Pour les pâturages, notre objectif principal, c'est l'ombrage pour les animaux, naturellement, sans trop nuire au rendement dans les pâturages. Il y a différentes possibilités. On peut installer des haies en rangée. On peut aussi répartir nos arbres sur la parcelle. Ça, c'est vraiment du silvopastoralisme tel qu'on l'entend
souvent. Mais on peut aussi, comme on le fait ici, mettre des arbres en îlot avec des canards. Ça, c'est sur la côte de Beaupré. C'est un essai qu'on a fait. On trouvait ça intéressant. Le producteur ici était content qu'on essaie ce genre de truc-là. Ça fait différent au niveau de l'esthétique. Pour les arbres en rangée, l'avantage qu'on a avec des arbres en rangée, c'est que c'est plus facile d'installer de la protection. On peut installer une culture électrique et on s'en tire assez bien. Un exemple ici d'aménagement possible, parce qu'il y en a plein de possibles. On a un arbre de Auger qui va faire de l'ombre à moyen et long terme. Puis on peut installer un arbre intermédiaire, comme le bouleau blanc, par exemple, puis installer des arbustes à la base si on a vraiment besoin pour le fourrage. Si on n'a pas besoin, il faut peut-être mieux pas installer d'arbustes à ce moment-là. Mais les arbustes peuvent aussi aider, par contre, à la biodiversité. Un exemple, ça c'est dans le Kamouraska, j'ai eu à faire un pâturage, des haies autour d'un pâturage. Le nord étant en haut, on avait des vents qui venaient assez fort du sud-ouest et de l'ouest, puis également du nord-est au printemps. À ce moment-là, on avait une haie qui était ici, puis on a installé pour l'ombre 3 rangées d'arbres. Des arbres qui ont été espacés aux 8 mètres. Donc, ça, c'était la recommandation qu'on a faite. Puis entre les haies, on avait 32 mètres. Comme je vous dis, il y a des possibilités qui sont très, très grandes. Ça va souvent avec la configuration des champs, la distance ici, parce que le pâturage, il faisait autour de 90 mètres de long. Un autre à Saint-André, ici, la ferme Solival à Saint-André de Kamouraska, où on a installé un système intercalaire, là, vraiment, mais au lieu de mettre les arbres, on a mis les arbres aux 8 mètres, mais entre les arbres, les feuillus que vous ne voyez pas tout à fait, mais on a ici un ici. On a installé des peupliers hybrides. Pourquoi? C'est pour faire de l'ombre plus rapidement, avoir un impact plus rapide. L'espacement entre les arbres est de 5 mètres, dans ce cas ici, puis on a 30 mètres entre les rangées. Ça, c'est un système où le producteur va faire de la culture pendant un certain nombre d'années, puis au bout d'un certain temps, quand les arbres sont assez gros, il va envoyer ses animaux au pâturage dedans. Un autre système aux États-Unis, ici, qu'on voit, c'est des rangées d'arbres. Vraiment, il y avait vraiment une idée de production de bois avec du pain, dans ce cas-là, dans le sud des États-Unis. Puis on avait une certaine distance de 10 à 15 mètres entre les rangées. C'est évident qu'avec l'accroissement en hauteur des arbres, ça va générer de plus en plus d'ombrage. Il faudra prévoir des éclaircies afin de ne pas pénaliser les rendements fourrage. Éventuellement, on pourrait finalement doubler la distance ici pour avoir les meilleurs rendements fourragers. Dans le choix et l'arrangement des végétaux, on recherche des végétaux qui sont adaptés au sol et au climat. Ça prend une diversité. Avec Primevert, on veut au moins 3 genres quand on fait une rangée d'arbres. Si on veut être subventionné, c'est ça que ça prend. Ça prend des espèces, si possible, à valeur ajoutée, si vous voulez produire des petits fruits ou du bois. Puis aussi, ce qui est très important, c'est que nos végétaux ne soient pas toxiques pour les animaux. Ici, je vous ai mis 2 sources que vous pourrez consulter. Une qui vient de l'Université Cornell aux États-Unis, puis l'autre, ça vient du site d'Agriculture Canada. Parmi les espèces aussi, en France, on a sorti ce graphique-là, où on a les principales plantes responsables d'intoxication de 2006 à 2016 au Centre antipoison de l'Ouest. Puis, selon ces rechercheurs, les glands de chêne seraient la première cause identifiée pour le bovin. Mais vous avez quand même aussi le robinier ici qui est identifié. C'est les 2 que je retiens là, ici. D'après nos recherches qu'on a faites ici dans la littérature pour voir qu'est-ce qui était le plus problématique, on a les cerisiers, à cause de leur feuillage, les pousses et les écorces et les noyaux de fruits peuvent être très problématiques. L'érable à giguère, les samands seraient toxiques pour les chevaux. L'érable rouge, le feuillage automnal toxique pour les chevaux. Les chênes, on vient d'en parler, les glands toxiques pour le bétail. Le noyer noir, c'était les copeaux en litière qui seraient toxiques pour les chevaux. Et le robinier acacia, qui fait beaucoup de rejets dans le champ, les rejets pourraient finalement être toxiques pour les bovins. Donc ça, c'est un exemple d'arbres et d'arbustes à surveiller. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser toutefois. Au niveau des glands de chêne, il faut faire attention. On sait que la consommation de lait est en effet à l'origine de troubles digestifs et d'une insuffisance rénale
évolua de manière subaiguë et souvent irréversible. On note un pic dans la fréquence des intoxications végétales à la fin de l'été et au début de l'automne, avec l'abruption de la prairie, mais des intoxications ponctuelles sont possibles à tout moment lorsqu'un changement survient dans l'environnement des animaux et les incite à goûter des plantes jusqu'alors délaissées. Ils disent que la curiosité des bovins est un facteur de risque d'intoxication trop souvent négligé. C'est ce qu'on disait par rapport au gland de chêne. Les espèces d'arbres intéressantes, on pense à l'érable à sucre, l'érable argenté, tilleul américain, carrier ovale, carrier cordiforme, peuplier deltoïde. Le fèvier d'Amérique est considéré comme l'arbre fourrager numéro 1 par gousse. Le pin blanc aussi peut être intéressant parce qu'il a quand même une assez grosse cime pour faire de l'ombre. Au niveau des espèces de petits arbres, le sorbier, le charme de Caroline, les bouleaux, le citrus de Virginie, les mécocouliers, ça, c'est les espèces qu'on installe à mi-distance, à 4 mètres de nos grands arbres. Puis, si vous installez des arbustes, ben, vous avez les arbustes suivants. Physocarpe à feuilles d'aubier, saule, les viornes, les cornouillers, les rosiers, les sureaux blancs, caragana et noisetiers. Au niveau des plantes fourragères, bien ça, vous avez tantôt eu une très bonne exposé. Les plantes fourragères doivent être adaptées aux conditions climatiques et au niveau du sol. Leur persistance et leur maturité doivent être aussi tenues en compte. Puis dans les systèmes sylvopastoraux, on recommande des plantes fourragères tolérantes à l'ombre et au piétinement. Maintenant, comment on installe la haie? On regarde d'abord la préparation du sol. On va parler de plantation, puis on va parler d'entretien. Je vais juste vérifier le temps qui me reste. Au niveau de la préparation du sol, ben, vous avez différents items qu'on va voir un après l'autre. D'abord, le fauchage, nivellement, épierrement, sous-solage, travail primaire et secondaire du sol, déroulage du pays et semis de couverture. Donc, la préparation du sol, généralement, quand on plante une haie en longueur, ça va assez bien. On va travailler le sol, on va labourer sur une distance d'environ, je dirais, c'est 3 ou 4 mètres ça, pour une seule rangée. Dans les terres cultivées, la fertilité des sols est généralement suffisante pour assurer une bonne croissance des végétaux lumineux. On va privilégier le compost plutôt que le fumier, car la libération d'azote est plus lente. Naturellement, si on plante en bordure de cours d'eau, il faut respecter la réglementation. Une fois qu'on a labouré, piercé le sol, ben, on va faire une préparation secondaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le sol soit très, très meuble pour pouvoir, si vous voulez, tendre le paillis plastique. L'utilisation du paillis plastique, on aimerait ça passer à d'autres choses, mais on n'a pas trouvé encore de système qui est aussi économique et aussi efficace que le paillis. Actuellement, on travaille sur 2 projets avec un paillis plastique biodégradable. On va voir ce que ça va donner comme effet, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un paillis qui reste au moins là 5 ans. Comme on fait un trou dans le paillis, ben, il faut rajouter un petit carré de plastique une fois qu'on a planté l'arbre. Dans certains cas, au lieu de planter le paillis en longueur, on va utiliser des grandes collerettes de 1,2 m par 1,2 m avec qu'on va fixer au sol à l'aide de 9 broches là, pour s'assurer que le plastique ne parte pas au vent. C'est un système qui est avantageux des fois dans certaines situations, quand on a des grandes distances entre nos arbres ou quand on ne peut pas vraiment préparer le sol, ça peut être intéressant. Puis ça, je vous dis que ça fait assez bien, ça fait un bon travail. Mais il faut que le plastique soit assez grand, la collerette, le carré de plastique que vous voyez au sol, il faut qu'il y ait au moins, je vous dis, 1 mètre par 1 mètre. Pourquoi? Parce que sinon, la mauvaise herbe à côté va rentrer, va étouffer le plant. Généralement, quand on plante la haie, c'est la fête, tout le monde est là pour aider. Quand on vient pour l'entretenir, on se retrouve souvent tout seul. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut quand même pas se décourager. Il y a différents entretiens, des activités d'entretien qu'il va faire, c'est qu'on veut s'assurer que notre haie remplisse les fonctions désirées, soit le désherbage, le remplacement des arbres morts, dépistage insectes et maladies, protection contre les rongeurs et les brouteurs, taille et élagage, puis l'irrigation les premières années. Le fauchage de chaque côté du pays, c'est très, très facile à faire, surtout quand tu as un pays plastique. C'est sûr que quand tu n'as pas de pays, tu es obligé d'aller plus proche du tronc. C'est embêtant, on peut briser parfois le tronc.
On peut faire le fauchage aussi avec la débroussailleuse. Ça dépend toujours des outils qu'on a disponibles. La protection contre les mulots, pour les campagnols, ben, ça se fait soit à l'aide d'une peinture blanche que l'on applique à l'automne, lorsqu'il fait assez chaud, parce que ça prend pour une bonne adhérence, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, je vous dirais autour de 15 degrés Celsius et plus. Ou on peut installer une spirale de plastique au pied de l'arbre. Il y a une autre affaire qu'on fait généralement aussi, c'est quand on plante des feuillus, là, puis on veut vraiment avoir une protection contre les campagnols, c'est qu'un fauchage à l'automne des mauvaises herbes de chaque côté du pays va être très efficace pour réduire les pertes à cause du campagnol. Pour la protection contre les animaux, ben là, à ce moment-là, il y a des systèmes électriques, des clôtures qui existent. Je pense que les gens sont assez habitués avec ça. Si on est dans un système agroforestier où les arbres sont introduits au pâturage, bien là, tout dépendant de la grosseur, ici à gauche, on est dans les Pyrénées où c'est des moutons. C'est pas la même grosseur que du bétail ici, comme il y avait ici, il y avait des vaches. Ça prend vraiment une protection qui est très, très solide parce que les animaux aiment ça aller se frotter aussi sur les arbres. Non seulement ils vont les brouter, des fois, ils peuvent également se frotter. Donc, ça prend une protection qui est assez solide. Pour ça, je vous dis, quand on met des arbres dans le pâturage comme tel, il y a des avantages, mais l'un des inconvénients, c'est vraiment de la protection individuelle des arbres, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Taille et élagage, ben, on veut obtenir un arbre droit et solide. On fait également de l'élagage pour favoriser l'entrée de lumière, favoriser la croissance d'espèces compagnes, limiter l'empiètement des branches dans les champs de culture, puis éventuellement, si on veut faire du bois, ça va être un bois de meilleure qualité s'il y a eu l'élagage. L'élagage, ça se fait avec différents outils. Ici, on a une scie à chaîne au bout d'une perche. On utilise de plus en plus maintenant les outils électriques. Ça va très, très bien. Les batteries ont on peut avoir une bonne autonomie. C'est beaucoup moins fatigant que de faire ça à la main. La taille des arbustes, si jamais vous avez des arbustes dans vos haies, bien, on vous recommande de rabattre des arbustes, c'est-à-dire des couper au ras du sol lorsqu'ils montrent un signe de perte de vigueur. Puis on renouvelle ainsi le garde-manger pour les animaux. Puis souvent, quand le système racinaire est bien installé, ça fait vraiment un effet de renouvellement de l'arbuste, ce qui est intéressant. La fréquence de rabattement va varier selon les espèces. Là. Certaines espèces comme le saule et le sureau, on recommande les rabattements aux 5 ans. Les coûts d'implantation, ça ne coûte pas cher implanter une haie. On parle de 2 à 4 mètres, 2 à 4 $ du mètre avant les végétaux. Puis les végétaux, quand on les compte, on rajoute 4 à 8 $ l'unité. Les arbustes, 2 à 4 $. Mais le Prime Vert subventionne jusqu'à 70 à 90 là, les montants que ça va vous coûter. Pour l'entretien, ben, on a une opération de désherbage, le remplacement des arbres morts, taille de formation et l'élagage. Ça revient autour de 6 500 $. Ça, c'est pour 40 ans. Donc, c'est sur 40 ans. Donc, c'est rien de dramatique. Puis, il faut savoir que, comme je disais tantôt, Prime Vert subventionne l'entretien, soit le remplacement des arbres morts, la taille élagage et le broyage des branches jusqu'à 70 à 90 %. Puis la subvention de Prime Vert est fonction, si vous voulez, de l'âge de la haie. Les arbres plus gros, ben, on a plus d'argent pour la subvention. Naturellement, que ce soit pour l'implantation ou l'entretien, il faut que le besoin d'entretien soit indiqué dans le plan d'accompagnement, dans le PAA. Exemple ici, pour une haie âgée de moins de 10 ans, composée à 50 % ou plus de résineux, on a 0,50 cents du mètre, tandis que si la haie est âgée de moins de 5 ans, mais composée de plus de feuillus, à ce moment-là, c'est une pièce du mètre, parce qu'on sait que les feuillus exigent plus d'entretien que les résineux. Avec une haie, imaginez-vous, âgée de 10 ans et plus, 3,5 $ du mètre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'intervenir régulièrement, parce que si vous attendez trop avant de faire l'entretien, vous allez être obligé d'utiliser des outils qui sont plus lourds. Vous allez avoir des plus grosses blessures au niveau des blessures d'élagage ou de taille. Donc, vous avez plus de risques à ce moment-là que des champignons envahissent, des champignons de carie peuvent envahir vos arbres. Puis, c'est beaucoup plus rapide aussi quand tu travailles sur des petits arbres. On a développé chez Bioptère avec le Cerfo un outil qui nous permet de simuler, de voir comment ça prend le temps avant de récupérer notre investissement, puis quelle est la valeur
économique, finalement, de l'investissement qu'on va faire, de l'aménagement. En fait, puis dans ce logiciel-là, ça nous permet d'aller chercher le délai de récupération, combien de temps ça prend avant de récupérer notre investissement. On a également la quantité de carbone qui est séquestrée. Puis on peut voir les résultats ici par année, selon différentes périodes de 5 ans, les améliorations des résultats et la marge. La marge actualisée, là, ça dépend toujours au niveau de chacun des systèmes qu'on va installer. Ça peut être une bande riveraine, une haie brisement pour les bâtiments, une haie brisement pour la protection des cultures. Fait que le simulateur vous permet de choisir quel type de haie avec lequel vous allez travailler. Ce qui est intéressant de voir que la rentabilité des haies, un jour qu'on va pouvoir mettre une valeur sur le carbone séquestré, si vous mettez 10$ la tonne, ça vient changer vraiment le portrait. Ça nous permet d'aller chercher finalement une rentabilité beaucoup supérieure. Puis comme les montants versés pour le carbone sont généralement au début de la plantation, c'est-à-dire c'est vraiment très intéressant, ça diminue beaucoup le délai de récupération, puis ça augmente la marge actualité cumulative. Mais là, c'est une question de temps là, avant qu'on... Justement, il y a un protocole sur le marché du carbone qui est en train d'être mis en place. Il y a toujours le marché du carbone volontaire aussi qui permet d'aller chercher une valeur pour le carbone. En conclusion, je voudrais dire que les haies d'arbres sont intéressantes pour protéger les pâturages à cause de l'ombre qu'elles procurent principalement, mais aussi à cause de la protection qu'elles peuvent faire pour les cultures qui sont au pâturage. On recommande généralement d'avoir des feuillets 8 mètres à maturité sur une rangée. On peut insérer des arbustes si on veut comme complément fourrager, mais tout ça nécessite un suivi régulier. C'est pas cher, c'est beau, mais il faut que ça soit bien entretenu. Je vous remercie. Merci beaucoup, André, pour la conférence. Donc, on a une période de questions d'environ 15 minutes. J'invite les participants à poser vos questions dans l'onglet Q&R pour que Lauriane les pose à André. Sinon, vous pouvez aussi lever la main pour qu'on vous donne le droit de parole et que vous puissiez poser votre question à voix haute. Donc, Lauriane, je te laisse y aller avec les questions. On a 2 questions dans le clavardage, donc je vous invite les participants à poser vos questions à M. Vézina si ce n'est pas déjà fait. Donc, on pose la question, à partir de quelle distance de la haie doit-on avoir un drain plein? Ça marche-tu, ça, comme question? Ben, en fait, ouais, je comprends. Normalement, un collecteur qui est plein, il n'a pas vraiment de problème. C'est juste un collecteur qui n'est pas plein, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les collecteurs, vont servir aussi ils sont perforés parce qu'ils vont drainer une partie du champ aussi, généralement. Fait que je vous dirais là, que pour un collecteur qui est plein, je me mettrais à 3-4 mètres. Là. C'est bon. Réponse brève. Maria, veux-tu compléter? En fait, non, je voulais juste préciser là, à tout le monde, à tous les participants, que vous pouvez aussi poser vos questions à Julie Duquette aussi sur sa capsule qu'elle a fait sur les bovins et les changements climatiques avec Agri-Climat. Donc, elle est encore présente. Si jamais vous avez des questions aussi, allez-y. Il y avait quelqu'un qui avait la main levée tantôt pendant la conférence, mais je ne me rappelle plus de son nom. Donc, vous pouvez relever la main si vous voulez poser votre question là, à voix haute. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des ententes avec les municipalités pour l'implantation des haies en bordure de route sur la portion du terrain qui appartient à la municipalité? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, je comprends. La municipalité, elle peut pas avoir la municipalité, si elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'aura pas accès aux subventions, par exemple, de prime vert. Mais pour la protection des routes, on travaille beaucoup dans ce secteur-là, là, pour la protection des routes. Puis effectivement, il y a vraiment un gain appréciable parce qu'on va réduire les coûts de déneigement, on améliore la sécurité, tout ça. C'est évident que nous, la plupart du temps, nos haies qu'on installe en bordure des routes, on les installe chez les producteurs agricoles parce qu'il ne faut pas les coller trop proches du chemin pour ne pas accumuler trop de neige sur le chemin. Fait qu'on se met à une certaine distance, qui est généralement autour de 30 mètres. Là, on se retrouve chez les producteurs agricoles. Puis là, ce qu'on veut, c'est d'avoir de l'argent pour compenser les producteurs agricoles pour la perte d'espace cultivable perdu, pour tous les effets de contournement que ça entraîne, etc. Mais quand c'est avec des pâturages, je trouve ça intéressant. Quand c'est des pâturages qui sont à côté d'une route, parce que là, je peux faire de l'ombre pour les pâturages, je peux créer un air brise-vent aussi qui va accumuler la neige. Donc, c'est un win-win pour les deux à ce moment-là. Mais c'est sûr que la municipalité doit s'assurer de payer les coûts d'implantation et d'entretien à ce moment-là.
Et partager la redevance que ça représente aussi parce que ça coûte moins cher le déneigement. Parce que ici, à Sainte-Louise, moi, je reste dans un village, puis il y a une route qui est toujours enneigée l'hiver. Ça nous coûte, on a estimé environ 1 000 par année juste aller faire l'entretien de ce chemin-là. Fait que ce serait rien. On était prêts, nous, à partager avec le producteur une partie de ce 1 000 $-là, qui est en plus de payer l'implantation et l'entretien. C'est fort On appelle intéressant. des biens et services environnementaux, finalement, rendus par la haie. Ouais, on va aller vers ça, j'ai l'impression, de plus en plus. Est-ce que l'outil de calcul sur le retour de l'investissement est disponible à tous? Oui, oui. Il est disponible sur le site web de Biopterre. En fait, On mettra le lien, il est disponible sur le site web que je vous mettrai ça en ligne. C'est www.ecan.ca. Parfait. Nos petites souris qui travaillent dans l'ombre vont nous faire ça pendant qu'on pose les On questions. pourra effectivement le mettre. Puis en plus, il est en français et en anglais. Quand même pas pire. C'est bon. Vous avez des producteurs des cantons de l'Est qui parlent anglais. Là. Excellent. Il y avait, je pense, complémentaire à la question sur l'arrêt et les bouts là, complémentaires. Quelqu'un dit des saules pourraient tolérer être dans les raies de curage. Oui. C'est ça. Les saules, c'est intéressant, mais ça fait pas ça dépend de quel type de saules qu'on implante là-dedans. Généralement, on va essayer d'aller chercher des arbres qui poussent assez haut pour faire de l'ombrage comme il faut. Parlant de saule, est-ce que le saule a un effet antiparasitaire pour les bovins? Autre très bonne question. Il reste On a juste des cols aujourd'hui. Oui, franchement, vous m'attendiez. Ouais, hein? Voilà, exactement. Disons que j'ai entendu parler de ça, effectivement. Il y a des gens qui m'ont dit ça, mais au niveau scientifique, j'ai rien reçu. Je n'ai pas vu grand-chose là-dessus. Mais effectivement, il y a des conseillers au champ qui m'ont déjà parlé de ça. Puis en Belgique, il y a une chercheuse qui travaille beaucoup sur ces aspects-là dans une université, je ne me souviens plus du nom, mais j'ai la référence là, si jamais ça vous intéresse. Là. Mais il faut qu'on trouve, nous, c'est quoi nos meilleurs arbustes, nos meilleurs arbres qui vont apporter pour nos animaux. Ces aspects-là ne sont pas tellement documentés, je vous dirais. Il y a encore de la recherche à faire, comme nous dirait Marie-Noël. Exactement. Très, très bien. Il y a quelqu'un qui avait mal compris une information pendant votre conférence. Dans quel sens il est préférable de planter les haies? Nord-sud, est-ouest ou autre? Une bonne question encore. Tout dépendant de ce qu'on recherche. Là. Si on veut vraiment faire de l'ombrage, avoir une haie nord-sud, c'est mieux. Là. Mais des fois, quand on veut faire un compromis, ben, les haies est-ouest vont quand même nous apporter de l'ombrage. Puis, en plus, ils vont nous apporter une réduction de la vitesse du vent. C'est bon. Dans le cas des arbres en sylvopastoralisme, après combien de temps ou à quel stade peut-on enlever la protection des arbres plantés ou est-ce que c'est préférable de laisser la protection? Ouais, ça dépend avec quel type d'animaux. Mais avec les bovins, des fois, je me demande si on n'est pas mieux de les laisser. C'est parce que les bovins ils vont venir se frotter dessus. Mais j'ai vu, moi, dans certains cas, des vaches là, on laissait les vaches aller au pâturage sans protection, en fait. Mais tant qu'il y avait assez de foin à terre pour manger, là, tant qu'il y avait assez de nourriture, il y allait moins sur les arbres pour les manger. Mais c'est quand même mieux, je dirais, de la garder le plus longtemps possible. Là. Est-ce que le bale grazing est une bonne méthode pour le sylvopastoralisme, pour l'implantation d'herbes? Je n'ai pas bien compris le début de la question, excuse-moi. Est-ce que le bale grazing est une bonne méthode pour le sylvopastoralisme, pour l'implantation d'herbes? OK. Je ne sais même pas c'est quoi le bale grazing. Excusez-moi, c'est le pâturage de balles rondes pendant l'hiver ou l'automne. OK. C'est une bonne question, tabarouette, ça. Les systèmes de sylvopastoralisme là, au Québec, là, de toute façon, on n'a pas installé beaucoup. Là. Ce qu'on a beaucoup installé, c'est des haies. Mais sylvopastoralisme, je pense que on a 5 systèmes au Québec d'installer. Laissez-nous une chance. Là, mais ce ne sera pas moi, ça va être tu qui va prendre la relève parce que ça prend quand même un certain temps avant de voir les résultats. On y va avec une autre question. Si on plante des feuillus en haie dans un pâturage, est-ce qu'il est préférable de choisir des feuillus qui ont des durées de vie différentes? Oui, c'est toujours préférable, tout à fait. Un peu comme dans les plantes. Un peu comme le modèle que je vous ai présenté tantôt, il y avait des bouleaux qui poussent plus vite souvent. On avait des chênes, des érables plutôt, puis des tilleuls. C'est les rabasseux qui peuvent vivre 250 ans. Le bouleau, moi, j'ai renouvelle souvent mes bouleaux au bout de 30 ans. Là.
Je fais du bois de chauffage avec. Quand je les coupe, ils retigent, puis je repars de ça pour faire un autre arbre. Je repars des rejets. Le système racinaire est encore en place. Il y a M. Dave là, qui nous revient avec sa question. Je vous inviterai peut-être à ouvrir votre micro. Dave, avec votre belle grazing, là, levez votre main. Où est-ce que je peux vous donner? Ouais, super. Ça va être plus facile comme ça. Donc, je vous autorise à parler. Vous pouvez ouvrir votre micro. M'entendez-vous? Oui. Oui, c'est parfait. Oui, bon. En gros, ma question, c'était de laisser la balle, mettons, de laisser la balle au sol sans râtelier. J'avais vu cette technique-là là, avec M. Brian Maloney dans des parties plus faibles du champ ou ben non, carrément dans les parties boisées. Fait que l'animal, quand il mange un foin qui est plus mature, mettons, qui est monté en graines, là, de par les fumiers, il est capable de l'étendre, de par ses bouses, il va étendre les graines parce qu'ils ne sont pas attaqués dans le rumen. Puis les graines qui ne sont pas consommées, mais ils tombent au sol. Puis en se faisant piétiner par les vaches, ben, ça incorpore le sol. Puis ils finissent par tiger, soit dans l'année en cours ou l'année suivante. Ça peut être une bonne méthode, ça, pour faire du sylvopastoralisme, là. Il mangeait des graines de quoi, là? Mettons la balle de foin, là. Ta balle Ouais. de foin de mie, trèfle, là, je ne sais pas moi qui fait tuc, là. OK. Puis, tu sais, bien souvent, quand on fait du foin sec, on étire un petit peu plus. Mettons, on fausse pas, on fausse un petit peu plus tard pour avoir un foin autour de 16 à 18 de protéines. Ce n'est pas du foin à 23. Fait que ton foin, il a le temps de monter en graines, là. On le voit, le trèfle, il est en graines bien souvent, là. OK. Ben, écoute, Marie-Noël, elle serait peut-être mieux placée que moi pour répondre à ça, là. Marie-Noël est en ligne et veut répondre à la question. Elle était encore là, il me semble. Oui. Ah, Marie-Noël qui apparaît. Approche-toi. Pas long, ça Oui. sera pas long. Non, ça sera pas long. J'ai un petit coco avec moi, par exemple. C'est la greffe des CPE. Désolée, je vais peut-être être interrompue. Oui, c'est ça. Ben non, mais c'est une super bonne technique. J'ai lu aussi là-dessus, là. Mais moi, j'ai pas vu vraiment comme de. Attends. J'ai pas vu. Excusez. J'ai pas vu vraiment de gens. Je connais personne qui utilise ça, mais ça m'intrigue. Je pense que ça. Attends, j'ai pas fini de parler. Oh, bon, mais en tout cas, désolée. Je trouve que c'est une bonne technique, clairement, mais je ne l'ai pas vu utiliser. Une question dans l'onglet discussion. Marie-Lou Alafi. Ben, Marie-Lou, levez donc votre main, vous aussi. Je ne retrouve pas votre question. Marie-Lou, voilà. Vous posez votre question, allez-y. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. En fait, moi, ma question, elle s'adresse, c'est surtout concernant le premier volet, là. Étant donné que les cultures de plantes pérennes, bien, évidemment, c'est très positif pour la lutte au changement climatique. Est-ce que ces cultures-là ne devraient pas être encouragées d'une certaine façon par nos gouvernements? Étant donné que ça devient un outil de lutte au changement climatique. Est-ce qu'il y a des discussions à ce niveau-là en ce moment? J'envoie la balle à Marie-Ange qui représente Oui. le gouvernement. Oui, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais assurément là, que les plantes pérennes on en fait la promotion là, au gouvernement, entre autres par l'organisation de la journée d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais je fais une référence là, au plan d'agriculture durable. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a eu des annonces en lien avec ça là, au MAPAC qui vont aller vraiment encourager, je dirais, de façon générale, les bonnes pratiques en agriculture. Donc, entre autres, ça pourra là, concerner les plantes pérennes, les plantes fourragères. Donc, je vous invite à aller voir le plan d'agriculture durable. Je pense que ça pourra être une bonne piste en lien avec ça. Moi aussi, ça m'a frappé, Marie-Lou, tout ce que Marie-Noël nous parlait en début de conférence, comme quoi c'était si bon pour notre environnement. Je pense qu'il y a une piste de solution certainement là pour notre lutte et notre adaptation au changement climatique, parce que l'un va avec l'autre. Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais poser une autre question. En période de sécheresse, est-ce que l'évapotransmission sera moins grande dans les prairies avec le ralentissement du vent par un effet bénéfique des haies brise-vent?
Oui, effectivement, les haies, en réduisant le vent, ont un impact sur l'évapotranspiration. C'est assez bien documenté, ça. Super. J'ai une autre question. Maria, tu veux compléter? Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui a la main levée. Oui, c'était ce que j'allais dire. Donc oui, on peut laisser la parole avec Normand Normand, qui Bédard. sera notre dernière question du webinaire. Si, Normand, vous devriez avoir droit de parole. OK, m'entendez-vous? Oui. OK, c'est juste seulement, si on fait seulement de la culture fourragère, mais sans bovin, sans pâturage, est-ce qu'il y a quand même des bénéfices à implanter des haies comme ça au champ? Oui. Oui, tout à fait. Ben, vous l'avez vu dans le tableau que j'ai présenté sur les augmentations de rendement avec des haies, là, pour la luzerne, par exemple. Juste le fait d'avoir une couverture de neige au sol qui amène, les brise-vents, c'est ça qui amène, les haies brise-vents de culture. Mais là, vous allez protéger vos cultures puis augmenter vos rendements. Vous n'avez pas besoin d'avoir des animaux au sang pour justifier ça. Donc, tout le monde devrait avoir des haies brise-vents. Ben, OK, en fait, l'ombrage supplémentaire ou la rapidité moins vite à sécher le foin à la fauche, c'est pas assez. non, mais le type de brisement qu'on fait généralement avec les producteurs de foin, c'est un brisement comme j'ai montré, qui était plus dégagé à la base, mais qui quand même, il fait une protection pour l'hiver pour vraiment bien répartir la neige. C'est vraiment la neige qui est le critère numéro 1 là, pour nos cultures comme le seigle d'automne. Pour ce qui est aussi surtout la luzerne, c'est ce qu'on voit. Les gros problèmes qu'on observe, c'est souvent quand il n'y a pas de neige. Puis après ça, il arrive de la pluie en plein milieu de l'hiver. Ça gèle après ça. C'est dramatique. Mais quand on a une couverture de neige au sol, on est vraiment bien protégé. Merci. Merci. Je vais vous arrêter parce qu'on manque de temps, malheureusement. C'est ce qui complète la période de questions. Merci encore, André, pour la conférence. Merci, Lauriane, aussi, pour la période de questions. Ça complète également le webinaire d'aujourd'hui et par le fait même, la 5e édition de la Journée des élevages au pâturage. J'espère que vous avez apprécié votre après-midi. J'en profite pour vous rappeler que la Journée des élevages au pâturage est organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en collaboration avec les producteurs de bovins de l'Estrie et les éleveurs de volailles des cantons de l'Est. La tenue de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration du réseau AgriConseil de l'Estrie.